Bonsoir, bienvenue à tous. Notre invité ce soir est écrivain. Né à Thionville, en Moselle, il partage désormais sa vie entre l'Alsace et la Martinique, des voyages qui nourrissent son œuvre. Romans, récits, contes, essais et poésie, parfois traduits en plusieurs langues. Bonsoir Olivier Larizza. Bonsoir Marie-Hélène. Alors j'ajoute que vous êtes maître de conférences en littérature anglaise et même si vous voyagez beaucoup, une partie de votre cœur est restée en Lorraine. Une grande partie. Même. Voilà, est-ce que vous y revenez souvent? Je me sens vraiment chez moi ici. Et plus encore en Moselle, enfin à Metz, que dans le reste de la Lorraine. Oui, vous avez encore de la famille? Je reviens aussi souvent que possible. Mes parents vivent toujours à Thionville. Alors ces jeunes années thionvilloises, vous les évoquez avec beaucoup de poésie, d'humour et de tendre nostalgie dans un ouvrage qui est joliment intitulé « Couleur Mirabelle », qui est ici avec nous, qui est paru chez Horizon. Alors est-ce que ce voyage dans le temps, au fil de l'écriture, vous a donné du bonheur? Oui, je me souviens que ces moments d'écriture étaient très intenses sur le plan de l'émotion, la nostalgie. J'ai d'ailleurs écrit ces textes il y a longtemps, même s'ils ont été publiés l'année dernière, à une époque de transition entre la toute fin de l'adolescence et le début de la vraie vie adulte vers l'âge de 25-26 ans. C'était difficile de fouiller dans votre mémoire? Vous avez des souvenirs précis? Non, parce qu'en plus, il y avait une vague de nostalgie qui déferlait sur la France à ce moment-là. C'était le début des soirées Gloubi-Boulga, voilà, qui mettaient à l'honneur Casimir et tous les héros de notre enfance, de cette époque, dont vous faisiez partie d'ailleurs. Ah, bah écoutez, oui, dans les années 80, avec c'est Citron vrai. Grenadine. Oui, je suis un peu le Casimir lorrain. Il faut que je m'habille en orange. Alors. Le bleu vous va bien. Merci. Alors, c'est Antoine de Saint-Exupéry, je crois, qui disait « On est de son enfance comme on est d'un pays ». Vous êtes d'accord avec ça? Oui, l'enfance vous poursuit, l'enfance est une patrie et le cœur n'a pas d'âge. Ah oui, je vois à qui vous faites et à quoi vous faites allusion. C'est une très jolie phrase. Ça me rappelle un livre que je connais bien. Alors j'aimerais qu'on découvre maintenant une toute première photo pour évoquer votre enfance. C'est l'épisode de la cigarette rouge. Alors on va vous voir avec votre grand-père et vous avez en main une petite cigarette en plastique rouge. Racontez-nous pourquoi. Là on est à Noël 77 ou 78. Je dois avoir autour de 2 ans et demi et j'aime bien le kitsch de cette photo. J'ai failli devenir un fumeur invétéré parce que quand on est enfant, on procède par mimétisme. On imite les grands. Et mon grand-père maternel, fumant beaucoup, j'avais demandé à ce qu'on m'offre une cigarette. Et puis vous ne la lâchez plus, il paraît. Hein, non, et ça constitue une anecdote, en fait, notamment dans l'ouvrage, dans Couleur Mirabelle. Oui. Alors, vous avez 2 grands-pères. Là, on a vu le grand-père d'origine italienne. C'est le grand-père paternel. Oui, qui est issu du sud de l'Italie, de Bari, dans les Pouilles. Voilà, et vous avez un grand-père maternel d'origine hongroise. Oui, tout à fait. C'est un peu l'exception de la famille, parce qu'il vient d'une contrée qui n'est pas habituelle. Et alors, vous racontez dans ce livre qu'il préparait le goulash. Bon, c'est celui qui fumait beaucoup, hein. Et puis qu'il a construit même avec vous un vaisseau spatial. Ce sont des souvenirs qui restent vraiment ancrés dans la mémoire du petit garçon. Oui, un avion en bois. Oui, je me souviens que comme tous les enfants de cette époque, peut-être même d'aujourd'hui, on rêvait de partir à la conquête de l'espace. Et il m'a construit un avion en bois. J'ai une fascination pour les bricoleurs, pour les bâtisseurs. Il était ouvrier dans la sidérurgie. C'est des moments de complicité qu'on n'oublie pas, en fait, ces moments-là. Alors, on ressent bien sûr toutes les joies du petit garçon qu'on vient d'évoquer, mais aussi parfois les désarrois, comme ce jour de carnaval que vous évoquez toujours dans Couleur Mirabelle, où là, vous avez dû être quand même très triste, parce que tous vos petits copains à la maternelle avaient des super costumes de héros, et puis vos parents n'avaient pas vraiment voulu investir, et vous vous êtes retrouvés avec un nez de clown. On va vous découvrir sur la photo de carnaval, qui a été quand même on a immortalisé le moment. Vous êtes à droite, au milieu, avec le nez rouge et puis la petite casquette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à gauche, un fabuleux costume de Goldorak. Vous imaginez ma jalousie. Et les parents ne se rendent pas forcément compte que dans ces moments-là, on est marginalisé, ostracisé, mis à l'écart. Parce donc j'avais décidé de me concevoir, de me confectionner moi-même ce costume, et j'ai mis des jours et des jours à fabriquer un nœud papillon. Je n'aime pas trop cette photo puisqu'elle me rappelle un épisode où j'étais mal à l'aise, mais en même temps, vous magnifiez le goût de l'effort personnel. Elle met en évidence, elle met en valeur l'effort, le mérite, l'idée qu'on peut accomplir quelque chose, même quelque chose d'anodin. Et alors évidemment, ces photos ne disent certainement rien à nos téléspectateurs, mais par l'écriture, j'essaye de rendre un événement anodin plus universel. Je suis sûre que ça concerne beaucoup de monde. Il y a sans doute des tas de petites filles ou petits garçons qui ont vécu ce genre d'événement. Alors, on va rester dans vos souvenirs d'enfance en regardant à présent un objet que vous nous avez apporté. C'est une superbe médaille qui est en bronze, une médaille du travail qui a été remise à votre grand-père, ouvrier sidérurgiste, c'est ça? Vous admiriez quand vous étiez petit cette médaille au point que vous pensiez qu'elle était indestructible. Alors, racontez-nous ce qu'elle avait de si particulier pour vous.
Alors aujourd'hui, en tout cas, elle continue. Et je ne suis pas fétichiste, hein, je ne Mhm. collectionne rien de particulier, pas d'objet, mais cette médaille symbolise une époque révolue où la sidérurgie lorraine était l'un des fers de lance industriels de la nation française. Mais au-delà de ça, elle valorise une conception du travail, du métier, du savoir-faire. Effectivement, mon grand-père était un bricoleur, il savait bricoler et ça me fascinait. Et c'est pas pour ça qu'il a eu la médaille, c'est pour son Cette travail. médaille date de 65, il Oui. avait commencé comme petit forgeron. Oui. Et puis il est devenu tourneur-fraiseur, etc. Ah oui, d'accord. Nous sommes Il a fait issus beaucoup de d'une- métiers en France. Nous sommes issus d'une famille d'ouvriers, puisque dans Oui, oui. l'autre côté, paternel aussi, il avait aussi travaillé à Usinor. Mhm. Ah, je pensais que c'était dans le cadre du Sinor qu'il avait obtenu la médaille. Oui, tout à fait, oui. Oui, voilà. Alors, on va maintenant faire une petite pause dans cette émission. Je vais vous demander de tirer une carte dans notre présentoir. Vous savez, c'est les petites questions de Bernard Pivot ou de Marcel Proust. Donc, D'accord. La rencontre que vous auriez aimé faire sur l'échelle du temps. c'est pas facile à brûle pour point, mais bon. Non, écoutez, je reste dans l'époque que nous évoquons. Je choisis le prince Actarus. Ah. Vous savez, qui pilotait Goldorak. Voilà, avec ses fulgures au point, c'est ça? Tout Ou je à me fait. trompe? Non, Tout c'est à bon. fait. Ma culture télévisuelle est intacte. Mais vous étiez une idole aussi de notre jeunesse. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va changer de sujet maintenant, Olivier, si vous le voulez bien. Oui. On va regarder 2 autres photos qui, là, vont nous faire voyager en Espagne à la découverte d'un homme extraordinaire dont vous racontez l'histoire dans un autre livre qui s'appelle La Cathédrale, un ouvrage magnifique, alors qui s'inspire d'un personnage bien réel. On le découvre ici sur cette photo, qui s'appelle Justo Gallego. Et le livre, pourtant, est un roman. Alors, parlez-nous en quelques mots, même si ce n'est pas très simple, je l'avoue, de Giusto. Présentez-nous-le et dites-nous quel est son exploit. Cette photo date de juillet 2008 et j'ai voulu rencontrer cet homme qui a passé toute sa vie à bâtir une cathédrale à la force de ses bras dans la banlieue de Madrid. 50 années consacrées à cette construction utopique. On la voit d'ailleurs, c'est impressionnant, que je veux dire. Il s'est fait aider quand même d'une petite équipe ou il était vraiment Depuis une tout seul? quinzaine d'années, il est Oui. aidé par des bénévoles, mais Voilà. au départ, il a fonctionné tout seul, ayant été expulsé du monastère à cause de la tuberculose dont il a guéri. Il a ensuite voulu vivre pleinement sa foi et rendre grâce. C'est un acte d'amour et c'est aussi, ça matérialise aussi l'idée qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves. Oui, j'ai noté une phrase là que je trouve magnifique. Vous dites « Je l'ai rencontré comme on ouvre un livre de légende dont la force magique vous envoûterait à jamais ». Qu'est-ce qui vous a tant impressionné dans cette rencontre? L'originalité. C'est un personnage totalement original. Il se compare à un oignon. Il tire sa force, son énergie des différentes pelures qui le composent. Il a quand même 87 ans. Et je l'ai vu, donc il y a 3 ou 4 ans, je l'ai vu monter à un échafaudage. Voilà, un enthousiasme presque infantile, une gourmandise devant les gens et devant la vie, même s'il a un tempérament aussi très, très frustre ou très rustre. Et voilà, c'est ça qui m'a intéressé. Mais ce que j'ai compris aussi récemment, que c'est pas tant l'extraordinaire que... Ce n'est pas tant les personnages extraordinaires qui m'intéressent, c'est l'extraordinaire qui se trouve, ou qui peut se trouver dans chacun de nous. Oui. Et surtout la poursuite de ce rêve incroyable, jamais de découragement. Pourtant, il a subi beaucoup, il a eu à affronter beaucoup d'épreuves, même le clergé ne le soutenait pas. C'est-à-dire que il est envers et contre tout, il est arrivé à bâtir sa cathédrale. On peut la visiter aujourd'hui? On le surnommait le bouffon de Dieu. Ah oui? Elle n'est toujours pas reconnue par l'Église, ni les autorités politiques, même si aujourd'hui elle ne semble plus menacée de destruction. Et on peut la voir, s'il y a des gens qui vont en Espagne, dans la région de Madrid, c'est à Mellorada del Campos. À 30 km de Madrid, voilà, tout à fait, ça vaut le coup. Je crois qu'elle est même rentrée maintenant dans un guide touristique. Mais le personnage est un ours mal léché, il faut savoir le prendre pour pouvoir Vous avez rentrer de en nouvelles, communication non, avec pas du lui. tout? Il y a eu un reportage en national sur France 2 fin janvier, où d'ailleurs ils ne se sont pas gênés pour allègrement citer mon livre. Ah oui. Mais je précise quand même que le livre n'est pas le récit de cette vie de Justo Oui, c'est Gallego. autre chose. C'est une fiction que j'ai élaborée à partir de cette histoire. D'accord. Bon, pour ceux qui veulent s'y plonger, il n'y a pas de souci. La cathédrale, moi, je peux en témoigner parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. C'est vraiment un livre qui vous emporte très loin, dans tous les sens du terme, géographiquement et aussi à l'intérieur de soi-même. Alors, je vais vous demander de puiser maintenant une autre petite carte. Allons-y. Le don de la nature que vous voudriez avoir. Ah oui, ça doit être le questionnaire de Proust, je pense. Ah. Vous y avez déjà pensé une fois ou jamais? Oui, bien sûr. Je crois que l'un des grands défis de la vie, c'est le rapport au temps.
le temps qui passe. D'ailleurs, on a toute une série d'expressions pour qualifier ce rapport au temps, tuer le temps, perdre son temps, etc. Et ce que j'aimerais, c'est pouvoir maîtriser le temps. Ah ben voilà, c'est une bonne réponse. Voilà. Merci. Je propose maintenant qu'on écoute le premier extrait musical que vous avez choisi, mais avant de l'écouter, une petite explication s'impose parce que, en fait, là, on va écouter un genre de musique auquel vous étiez, semble-t-il, jusqu'à présent assez hermétique. Jusqu'à un certain moment, vous avez changé d'avis. Alors, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis puisqu'on va écouter de l'opéra? Non, c'est pas que j'étais hermétique, c'est qu'on m'avait demandé un jour d'écrire je n'avais jamais assisté à d'opéra. Il y a une dizaine d'années, on m'avait demandé d'écrire un article pour introduire un livret d'opéra qui était un opéra américain, je ne rentre pas dans les détails. Puis ensuite, forcément, je suis allé assister à la mise en scène et ça m'a profondément ennuyé. Et j'ai eu une expérience esthétique très forte l'année dernière, à la première mondiale d'un opéra donné par Pierre Tilloy, T-H-I-2-L-O-Y, à Metz d'ailleurs, qui est un compositeur contemporain, joué dans le monde entier, relativement bien connu ici en Lorraine, et ça a complètement changé ma vision de l'opéra. J'avais d'ailleurs amené ma mère à cette représentation. Elle était elle-même retournée. Un vrai choc émotionnel alors. Oui, esthétique et émotionnel. Alors dans cet opéra qui, je le précise, s'intitule Le Jour des Meurtres et qui a donc été joué en première mondiale à l'Opéra Théâtre de Metz, c'était l'an dernier, mars 2011, vous avez choisi L'air de la mer justement. On l'écoute et on se laisse charmer nous aussi. C'est une musique classique qui incite au vague à l'âme, mais on verra que tout à l'heure, vous avez un autre choix musical, mais alors vraiment tout à fait différent. En attendant, on découvre une autre photo qui fait référence cette fois au Tour de France. Parce que c'est un événement que vous... Alors évidemment, hein, la césure est un peu difficile, parce qu'après l'opéra, on passe au Tour de France, mais c'est un peu acrobatique. Voilà, c'est acrobatique, c'est le jeu de cette émission. Et c'est un événement que vous suivez chaque année avec beaucoup de passion, mais pas seulement à la télévision, c'est-à-dire que vous êtes également sur le terrain, avec les coureurs. Oui, en particulier pour cette photo-là, qui date de 2006, deuxième ou troisième étape du Tour de France. Et je devais suivre une grande partie du Tour sur le terrain. En tant que chroniqueur, j'avais eu la chance d'avoir une invitation officielle. Et mon itinéraire s'est arrêté ce jour-là au Bernay, parce que j'ai signé toute l'après-midi en pleine canicule. Et j'ai chopé une insolation qui m'a rendu malade. Alors, si on peut remontrer la photo, ce qui est intéressant, c'est qu'elle illustre... bien sûr, des temps forts de notre vie d'auteur lorsqu'on va à la rencontre du public, des lecteurs, mais aussi la différence entre les hommes et les femmes. Vous voyez que les gens qui attendent un livre sont des femmes essentiellement ou des enfants, et que les hommes n'ont pas tant soif de savoir que soif de bière, puisqu'ils sont à l'arrière, les trois là, qui picolent. Vous voyez, je trouve que c'est quand même assez représentatif, sans vouloir appuyer trop sur le bouton ou le bouchon. Voilà. En tout cas, ils buvaient de la bière, ce qui montre bien qu'on était en Alsace. Mais vous y allez chaque année sur le Tour de France? Sur le terrain, non, pas chaque année. Pas chaque année. Alors, je défends ce sport qui est malmené. Alors vous êtes justement amoureux de ce sport, du vélo, au point que vous avez écrit deux livres sur le thème. Il y a d'une part le Tour de France dans tous ses états, et puis également On est amoureux qu'à bicyclette. En fait, ce sont des anecdotes... Ah, vous avez retrouvé ça? Oui, j'ai retrouvé ça sur... Je ne vous les avais pas apportés. Non, mais j'ai trouvé ça sur Internet. Et en fait, ce sont des petites anecdotes, c'est ça, sur les coulisses du Tour. C'est plus ça que vous racontez. Enfin, On est amoureux qu'à bicyclette, c'est vraiment un livre de jeunesse, un livre foufou. J'avais écrit ça il y a 10 ans, je n'écrirais plus du tout comme ça aujourd'hui. Mais ça fait partie de votre œuvre. Alors, on va faire un gros plan maintenant sur un autre livre tout à fait différent. Non pas un de ceux que vous avez écrits, mais un dont la lecture a été marquante dans votre existence. Et là, vous avez choisi un auteur irlandais, c'est Charles Robert Maturin. Et le titre du livre, c'est Melmoth, l'homme errant. C'est un récit fantastique, je crois. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit particulièrement dans ce livre? C'est un roman gothique qui a été publié en 1820 par un personnage... à la fois obscur et excentrique, et qui raconte l'histoire d'un homme qui décide d'échanger contre son âme, qu'il vend au diable, on retrouve le pacte faustien, oui, c'est un peu Faust, un surplus de vie terrestre égal à 150 années. Et lorsqu'il se rend compte du fardeau que ça représente, il parcourt la terre et les époques
pour essayer de trouver une autre personne assez désespérée pour à son tour accepter ce pacte et ainsi l'en délivrer. Et donc c'est un roman qui traverse 2 ou 3 siècles, plusieurs pays, l'Espagne, l'Irlande, l'Angleterre, une petite île au loin des côtes indiennes où Melmoth, cet Irlandais, tombe d'ailleurs amoureux d'une jeune vierge. C'est un roman extrêmement puissant, extrêmement noir, extrêmement lugubre et en même temps coloré et qui pose des questions existentielles fondamentales, notamment par rapport au temps qui passe. Eh bien, à découvrir donc sur le conseil d'Olivier Larissa. Pour la petite anecdote, précisons que Charles-Robert Mathurin était l'oncle d'Oscar Wilde, c'est ça? Oui, le grand-oncle d'Oscar Wilde. Voilà. Alors, on va voyager à nouveau à travers une autre photo, mais cette fois du côté du Danemark, à Copenhague, où on va vous retrouver au pied de la statue de Hans Christian Andersen. Alors, sachant que vous-même, vous avez écrit des contes pour enfants. Quels sont les souvenirs qui sont rattachés à cette photo qu'on découvre pour vous? C'était une époque où j'avais quitté l'université pour une année. J'avais fondé une maison d'édition à Strasbourg avec un ami journaliste et une structure d'édition, structure de production audiovisuelle qui travaillait avec Arte, France 3. Et pendant cette année-là, je n'avais pas pu trop écrire puisque l'édition qui m'a passionné mais était très prenante. Et je suis parti à Copenhague sur les traces d'Andersen parce que j'avais un livre de contes à écrire, des contes de Grande-Bretagne. Oui. Et Andersen était pour moi une sorte d'horizon ou de soleil. On a d'ailleurs la couverture qu'on peut voir voilà, du livre des 16 contes de Grande-Bretagne. À l'origine, il y avait ce voyage. Ouais, donc, et le génie d'Andersen est célébré partout à Copenhague. Il a donné son nom à des boulangeries, à des pâtisseries, à des restaurants. Et ça m'a amusé de partir sur ses traces, de voir les lieux où il a vécu, dormi. Alors, je l'ai dit, vous voyagez beaucoup. Donc, en dehors du Danemark, on va revenir maintenant aux Antilles, parce que vous avez également écrit 24 contes des Antilles. Alors, on a le livre aussi avec nous. Et puis, on va découvrir une autre photo assez singulière. Vous allez nous dire où on se trouve exactement en Martinique et quelles sont ces statues que l'on découvre à vos côtés. C'est une photo qui a quelques mois, fin octobre 2011. C'est un monument qui rend hommage à des victimes d'un naufrage. Des futurs esclaves qui étaient enfermés dans un navire négrier en route pour les Antilles et qui venaient de Nouvelle-Guinée. Le naufrage a eu lieu en 1830, je crois. Ces statues de béton armé, blanches, immenses, forment un triangle en référence au commerce triangulaire. Et l'ensemble se trouve, il n'est pas très connu ce monument du tout, et l'ensemble se trouve dans un paysage tourmenté face à la mer du Diamant, qui est une mer déchaînée, qui rédime. Et en même temps, c'était une période très difficile de ma vie, il y a quelques mois. Je ne pensais pas que je m'en sortirais aussi vite et aussi bien. Oui. Donc voilà. C'était une forme de pèlerinage? C'était un lieu lourd d'émotions ou ça vous a peut-être aidé à plus d'introspection? C'est pas moi qui avais décidé d'y aller. Vu qu'on a pris une photo, vous imaginez bien qu'on était à deux. Oui. J'étais avec une femme et je suis très content d'y être allé. Oui, il y a eu déclic. Un moment. Ça a été un moment. Alors justement, on parlait de vos voyages. Vous passez une partie du temps en Alsace, l'autre en Martinique. Est-ce que ces allers-retours permanents contribuent à un certain équilibre ou au contraire sont déstabilisants? C'est une question que je me pose en fait. Ça contribue à un certain déséquilibre. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. On ne le comprend qu'après coup d'ailleurs, mais je crois que j'ai été attiré par l'exotisme, par le goût de l'aventure, mais aussi je me complais dans les marges. Et donc j'aime bien comme ça. Voilà, l'entre-deux provoque un déséquilibre. Et c'est une manière aussi peut-être de ne pas choisir. Et donc vous allez continuer? C'est pas sûr. D'accord. Et justement, si vous faites un choix, ce sera plutôt la Martinique ou plutôt l'Alsace? Non, l'année 2011 a été une année charnière pour moi. Oui. Ouais. Et je crois qu'il est temps de faire des choix importants et de s'engager. Bon, restez plutôt pas loin de la Lorraine. Ah non, mais alors. ça c'est sûr. Ah bon, d'accord. Mon cœur ne balance pas. Alors, on revient justement en Alsace, à Strasbourg, où vous participez parfois à des soirées poétiques. On va en voir un exemple. Alors, qu'est-ce que ça représente, une soirée poétique, dans la vie d'Olivier Larissa? Non, alors, il y a des rencontres, j'allais dire, publiques, officielles, organisées par des institutions. Et puis, il y a des soirées qu'on peut organiser entre soi. C'est pas parce qu'on est écrivain professionnel, j'allais dire, entre guillemets, ou semi-professionnel, qu'on perd tout plaisir à lire entre soi des textes. Et parfois, oui, on organise ce genre de soirée. Ça veut dire que chacun à votre tour, vous lisez des textes? Voilà, et si on peut remettre la photo, on y verra à droite de cette photo un grand monsieur, voilà, d'une soixantaine d'années, enfin presque 70 ans, Jean-Paul Clé, j'appelle le poète Yeti, il mesure 2 mètres. Et c'est l'un des grands poètes contemporains.
Et vous avez une relation très forte avec lui, je crois. On a une relation spéciale, oui. Il a publié plusieurs poèmes sur notre amitié, mais aussi sur d'autres personnes, sur l'air du temps, sur l'actualité. C'est une poésie très originale. Alors la poésie est également bien présente dans un autre de vos choix. C'est un conte pour lequel vous avez eu un vrai coup de cœur. On va découvrir en 3 temps des tableaux qui ont été réalisés par un peintre anglais qui s'appelle Andrew Pocket pour illustrer un conte de Daniel Cohen qui s'appelle Blanche des Oubliés. Alors c'est une histoire qui est née d'une façon insolite. Dites-nous comment. Le titre c'est Blanche des Oublis. Des Oublis, pardon. Daniel Cohen, qui est aussi l'un de mes éditeurs, l'éditeur d'Horizon, grand écrivain, a publié là ces jours-ci à la fois une version papier et une version numérique d'un conte qu'il a écrit à partir de l'histoire qu'il a eue avec son chat. Une chatte qui s'appelait Blanche, qu'il a accompagnée durant 16 années et qui est décédée d'un cancer il y a quelques temps. Et il a décidé d'en faire un conte absolument rocambolesque et extraordinaire, puisque cette chatte devient présidente de la République. C'est pas commun. Voilà, et il y a des planches fabuleuses réalisées par ce peintre, Andrew Pocket. Certaines ont été mises en film, en animation. On peut retrouver d'ailleurs ces animations, tout à chacun peut les consulter sur Internet. Le site c'est embelle.fr, E-M-B-E. Voilà, l'adresse s'affiche. Ouais. Et je suis assez fier aussi de dire que c'est mon frère qui a conçu le site, puisque mon frère, là, après une carrière dans la gendarmerie, se lance dans la conception de sites Internet. Il devient artiste aussi, alors. Non, pas vraiment. Mais... C'est pas tout à fait ça, mais bon, il faut quand même une part c'est un grand technicien, oui, voilà. Très intelligent d'ailleurs. Il a une intelligence technique. L'esthétisme, on va dire. Faut quand même, voilà, quand on crée des sites Internet, c'est quand même quelque chose d'image. Donc voilà. Alors, vous avez parlé du fait que ce conte est également en DVD et en livre numérique. Oui. Le livre numérique, c'est une parfaite transition. C'est le thème de votre tout dernier ouvrage, La querelle des livres. On le découvre là aussi sur ce plateau. En fait, la couverture est explicite, mais la question demeure, le livre numérique va-t-il vraiment tuer le livre papier? Alors, vous avez un petit peu, je ne sais pas si on peut dire mené l'enquête, mais enfin, cherché des arguments pour les pour et pour les contre. Oui. Quelle est la réponse selon vous? Quelle est la tendance qui se révèle? Plus que sur le livre numérique, c'est un ouvrage de réflexion sur l'avenir du livre face... Livre papier, donc, oui. L'avenir du livre papier face aux nouvelles technologies et à la montée en puissance du numérique. Il y a des éléments matériels forts en faveur de la disparition du papier, qui sont le nomadisme, on bouge de plus en plus, et l'encombrement, on a de moins en moins de place pour entreposer des livres, mais il y a des éléments de résistance très forts qui sont d'ordre affectif. Et on se rend compte que les fantasmes qui sont à l'origine du désir de livre, eh bien, la plupart de ces fantasmes ne sont pas transposables au numérique. C'est-à-dire, quels sont les arguments de ceux qui vous en ont parlé très certainement au cours de conversations? Quand on touche un livre, ce n'est pas du tout la même sensation que quand on a un appareil froid. Oui, prenons au-delà, je dirais, des éléments subjectifs, prenons un fantasme fort qui est celui de pérennité. On n'a jamais rien inventé de mieux que le papier pour conserver les textes. Oui. Savez-vous que si une étoile mourait à moins de 8000 années-lumière de notre Terre, eh bien, les rayons gamma qu'elle émettrait, on revient dans Goldorak, mais ce n'est pas de la science-fiction, détruiraient instantanément tous les circuits électroniques de la Terre. Pas une seule clé USB, pas une seule liseuse, pas une seule tablette n'en réchapperait. Mais les vieux grimoires se porteraient comme un charme. Je vous annonce une bonne nouvelle, il y a justement une étoile qui se situe dans ce périmètre. D'accord. D'ailleurs, on l'a baptisé, les astronomes l'ont baptisé l'étoile de la mort. Bon, écoutez, si on veut continuer le débat et en savoir plus, on se réfère donc à cet ouvrage, La querelle des livres, c'est le tout dernier qui est paru. Alors, cela nous amène à votre deuxième choix musical, en relation directe, une technologie qui se substitue à une autre. On écoute et on en parle juste après, c'est Video Killed the Radio Stars, c'était les Buggles, bien sûr. Là, forcément, c'est la petite Madeleine de Proust qui fait qu'on a une foule de souvenirs qui remontent en mémoire. Vous étiez très très jeune quand ce tube est sorti, mais vous l'avez quand même entendu à la radio ou... Non, je pense que j'ai découvert après coup. Après coup, il me semble, quand même. Alors, il me reste à vous demander maintenant, Olivier, quelle est la citation que vous avez choisi d'inscrire sur notre livre d'or que je vais vous tendre? Écoutez, la loi du moindre effort m'a conduit à choisir une citation courte. D'accord. Une citation que j'aime beaucoup, de Ferdinand Cheval, ce facteur qui a... lui aussi construit, érigé un palais idéal à la force de ses bras et qu'on peut visiter dans la Drôme. Et j'ai découvert en lisant sa correspondance cette phrase, que je cite d'ailleurs dans la cathédrale, « obstinément le rêve ». Et ça résume tout. Ça résume tout. Je vous tends le stylo.
Et pendant ce temps, eh bien, alors que vous écrivez cette très jolie phrase sur notre livre d'or, j'en profite pour signaler à tous ceux qui voudraient découvrir vos ouvrages et vous connaître mieux par la même occasion, qui peuvent déjà commencer par le tout dernier, c'est-à-dire la querelle des livres aux éditions Buchet-Chastel. Il y a aussi pour ceux qui aiment la nostalgie, la douce nostalgie des années 80, Couleur Mirabel chez Horizon. Ensuite, le livre La cathédrale, l'histoire de Giusto Gallego. Là, c'est également chez Horizon. Et puis, toute une série de contes, mais je vais citer quand même celui que vous préférez. Si on a encore quelques secondes, oui, juste j'aimerais vous citer une autre phrase qui n'est pas de moi, mais que je donne pour clore la querelle et qui résume un peu notre émission. Puisque parmi les romans dont j'aurais pu parler, il y aurait eu Lolita de Nabokov, ou Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, ou Gatsby le magnifique de Fitzgerald, que j'étudie avec mes étudiants. Et alors, à la fin de ce roman qui relate un amour impossible, le narrateur dit que nous tendons les bras au futur, nous tendons les bras à l'extatique futur, à l'orgasmique futur, mais, et là je cite, alors c'est ma traduction, D'accord. Nous continuons à caboter, tels des bateaux à contre-courant, repoussés sans cesse vers le passé. Ah oui, mais c'est sûr que le passé, on ne peut jamais l'occulter. D'où la persistance aussi de l'enfance. Et de l'enfance, mais c'est ce qui nous construit de toute manière. Voilà. Et c'est ce avec quoi on vit jusqu'à la fin. Eh bien, écoutez, ce sera presque la conclusion. Je voulais quand même, puisque je n'ai pas eu le temps de le faire, préciser qu'il y a aussi un joli conte pour enfants, c'est Oscar le renard et l'Impala. Je crois que c'est votre préféré, finalement. Oui, c'est vrai. Non, c'est ça, donc c'est pour ça que je tenais vraiment à en parler. Oui, parce qu'il y a aussi une histoire derrière, mais on n'a peut-être pas le temps de la raconter. Mais non, là, malheureusement, il faudra revenir, Olivier. Parce que c'est vrai que vous avez une œuvre tellement vaste. Mais justement, si les gens veulent vous connaître un peu mieux, vous avez, vous aussi, un site internet. Donc, on peut s'y référer et aller le visiter. Et on en apprendra beaucoup sur vous. Voilà, l'adresse s'affiche, olivier-larizza.com. En tout cas, c'était un vrai bonheur de vous recevoir. Tout le plaisir était pour moi. Voilà, merci pour toutes ces émotions partagées. Et quant à nous, on se retrouve samedi prochain, toujours à la même heure. De vous à moi, c'est à 19h15, en compagnie d'un autre invité. À bientôt.